Bonjour! Fait plaisir de vous parler aujourd'hui d'un sujet que j'affectionne beaucoup et que je crois très important. Est-ce aujourd'hui suffisant de bien manger? Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne vais pas vous donner de réponse. Ce que je veux partager avec vous, c'est deux grandes questions avec des éléments qui vous amènent, vous, à réfléchir. Parce qu'au sujet, autour de ce sujet-là, on est même dans le domaine des experts et on a qui pensent que c'est suffisant et d'autres qui vous disent c'est insuffisant aujourd'hui. Donc, c'est vraiment à chacun de faire son opinion. Et pour ça, je vais vous partager deux grandes questions. J'ai préparé un PowerPoint que je vais vous partager et je vous reviendrai un petit peu plus tard. D'accord? Ces deux grandes questions sont pourquoi mangeons-nous et que mangeons-nous? Pourquoi mangeons-nous? En fait, c'est important de se poser cette question-là parce que la nourriture est la seule matière physique extérieure que notre corps ingère. Et elle l'ingère depuis notre naissance jusqu'à notre mort. C'est ainsi que certains spécialistes disent que c'est en fait l'impact environnemental le plus important et le plus constant sur notre santé tout au long de notre vie. Et pour le comprendre, il faut revenir à l'essence même de la vie, là où commence autant la santé que la maladie. En fait, c'est la cellule humaine. D'une cellule, on devient un être humain à part entière. Et déjà en 1925, le père de la biologie cellulaire américaine disait « C'est dans la cellule qu'il faut chercher la clé de chaque problème biologique, car tout organisme vivant est ou a été une cellule. » Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va aller comprendre la notion de nutrition importante au niveau cellulaire. Donc, on est tous d'une cellule, cette cellule unique au départ qui reçoit le patrimoine autant de papa que de la maman qui devient votre patrimoine génétique qui est contenu dans vos gènes et dans le petit noyau, c'est la petite boule grise que vous voyez dans la cellule. Et chaque cellule se divise en deux, chaque cellule encore en deux, puis encore en deux. C'est ce qu'on appelle la mitose. La mitose est très bien régulée, un peu comme le feu vert et le feu rouge pour une circulation. Et dans chacune des cellules, on va retrouver ce bagage génétique, mais qui est aussi votre ordinateur de chaque cellule, celui qui va commander le fonctionnement du corps et toutes les activités de transformation. C'est comme un code barre, si vous voulez. Mais lors de cette mitose, de ce renouvellement cellulaire, voyez-vous, dans l'amas de cellules, il y a une tache rouge là. Bien, c'est des cellules, ça représente des cellules qui ont été mal reproduites, qui ont vécu ce qu'on appelle des mutations. Or, le corps est vraiment très bien fait. Il y a un phénomène qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est en fait une mort cellulaire programmée, une forme de suicide. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on a en nous toujours des cellules cancéreuses, mais qu'il y en a plusieurs et à tous les jours et à tout moment, un phénomène d'apoptose et donc de destruction de ces cellules. Donc, on part d'une cellule. Imaginez cette cellule comme une petite usine où tous les travailleurs travaillent 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Elles ne peuvent rien produire si elles n'ont pas des matières premières, ce qu'on va appeler, vous allez voir, les macro et les micronutriments, qu'on va voir plus loin. Donc, chaque cellule est un organisme vivant qui doit toujours travailler en harmonie avec les autres cellules pour nous maintenir en permanence en santé et pouvoir assurer aux tissus et aux organes, mais aussi au système de bien fonctionner.
Donc, on est fait de trillions de cellules. Et si on les mettait bout à bout, comme on dit en bon québécois, ça représenterait 15 000 kilomètres. Des cellules souches, c'est-à-dire communes à toutes, elles se distinguent, elles se différencient. On a une cellule de l'iris, n'est pas la même qu'un globule rouge, n'est pas la même non plus qu'une cellule de votre foie ou qu'une neurone. Et donc, dites-vous que chaque jour, des milliards de cellules meurent, mais à chaque seconde, des millions de cellules se divisent. Et donc, on peut dire que c'est une activité très intense au sein du corps. Ces renouvellements sont la base aussi du fait qu'on a notre âge chronologique, donc qui est daté à partir de notre date de naissance, mais on peut mesurer ce qu'on appelle l'âge biologique de vos cellules. Ce qui fait dire que pour la plupart de nos cellules, notre corps est beaucoup plus jeune que notre âge. Et ça varie entre 7 à 10 ans. Ce qui semble aujourd'hui différent, c'est pour votre cœur, qui aurait l'âge de votre naissance. Mais la peau, par exemple, la peau, elle se recycle environ toutes les 2 semaines. Vos globules rouges vivent 4 mois. Votre foie, par exemple, si vous avez 50 ans, vous l'avez fait 5 fois. Les cheveux, on sait qu'on en perd régulièrement, mais entre 2 et 7 ans, on a renouvelé complètement notre chevelure. Les muscles aussi se renouvellent. Les os du squelette se renouvellent. Donc, ce rythme de renouvellement nous fait penser aussi, nous fait comprendre que lorsqu'on en prend soin de notre corps, on peut toujours changer et améliorer notre condition et agir sur des vieillissements prématurés. Donc, lorsqu'on parle de santé, bien moi, je vous invite à y penser avec une autre façon de voir, un nouveau paradigme. Parce que la santé, c'est pas juste ne pas être malade. La santé, elle n'est pas non plus obtenue quand on élimine les symptômes. La santé, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus holistique que ça. J'aime beaucoup la définition de John Cuomo. La santé véritable, c'est quand chacune de nos cellules, chaque système à l'intérieur de notre corps fonctionne d'une manière optimale à son plein potentiel d'énergie et de force. Et c'est ce qui fait que nous pouvons vivre pleinement une vie en activité avec énergie. Donc, vous comprenez que le pourquoi on mange, c'est parce que nos cellules ont besoin d'être nourries. Elles ont besoin de recevoir du nourriture. Et on va se parler quel genre de nourriture. Mais nos cellules, nos tissus, nos organes ont besoin aussi de se protéger, de se réparer bien sûr, mais de se protéger. Se protéger autant des intrus de l'extérieur, mais aussi se protéger des toxines, des radicaux libres à l'intérieur du corps, qui sont produits aussi par des activités métaboliques. Puis les cellules ont besoin de se renouveler, mais aussi à l'intérieur de chaque cellule. Par exemple, les mitochondries qui, quand elles vieillissent, alors que la vie de la cellule est encore là, n'est pas encore prête de mourir, des mitochondries vieillissantes polluent littéralement l'intérieur de la cellule. Donc, des renouvellements à l'intérieur et des renouvellements de cellules. Et pour tout ça, chaque cellule a besoin d'une alimentation de qualité qui vient soutenir toutes ces activités, parce que c'est la base de la vie. Produire de l'énergie, construire les protéines, se défendre, se renouveler, tout ça fait partie des processus et du cycle même de vie d'une cellule. Lorsque nous mangeons, il y a une activité de transformation des aliments en nutriments. C'est tout votre système digestif. Et pour réaliser cette transformation, il y a à la fois
des actions mécaniques et des actions chimiques. Les actions mécaniques, bien sûr, commencent dans la bouche avec les dents et on ne vous a pas donné des dents pour que ça ne serve à rien. Ce n'est pas juste pour faire un beau sourire. Il faut mâcher, il faut commencer à décortiquer, à casser, à couper les aliments pour permettre qu'il y ait déjà un processus de transformation et de digestion qui commence. Mais il y a aussi au niveau de l'estomac et de l'intestin des activités mécaniques. Aux activités mécaniques viennent s'adjoindre des activités chimiques comme la salive, le sucre gastrique, la bile et les sucres pancréatiques. Tout ça avec des actions des enzymes. Les enzymes, c'est extrêmement important et on va voir que les micronutriments sont extrêmement importants pour que les processus enzymatiques se passent bien. Toutes ces transformations ont comme but de transformer vos aliments, votre salade, votre tomate, votre orange, en nutriments. Qu'est-ce que ce sont les nutriments? Bien, les nutriments, c'est ce qu'on va voir maintenant. Il y a 3 grandes transformations. Donc, vous voyez ici, il y a beaucoup de choses sur la dia, mais je vais simplifier. Ici, dans l'entonnoir, vous voyez tous les aliments que vous ingurgitez à tous les jours depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Le processus digestif transforme ça pour en faire sortir ce qu'on appelle des macronutriments, des micronutriments et de l'eau. Le mot le dit bien, les macronutriments, c'est en plus grande quantité que les micronutriments. Les macronutriments, c'est quand on mange des produits comme du pain, comme les légumes, comme les fruits, eh bien dans la transformation, il va y avoir des molécules de glucose. Quand on mange des gras, et bon Dieu qu'on a besoin de bons gras, parce que le corps ne fabrique pas les molécules de graisse, les molécules lipidiques, et il en a besoin. Les minéraux ont besoin de lipides pour pouvoir être acheminés au sein des cellules. Donc, on doit apporter des bons gras par nos choix alimentaires et on doit apporter des protéines végétales ou animales. Les protéines, c'est des chaînes d'acides aminés. Donc, dans la transformation, c'est les acides aminés qui vont être acheminés au niveau des cellules. Et une des activités principales des cellules, c'est de fabriquer les protéines parce qu'il faut réparer, par exemple, les petites blessures, les petites coupures au niveau de vos muscles, au niveau de votre peau. Les protéines, on en a vraiment besoin beaucoup. N'oubliez pas que c'est la construction, la réparation, la construction. Les micronutriments, en fait, c'est l'ensemble des 13 vitamines, l'ensemble de tous les minéraux, les sels minéraux, les oligoéléments. Et puis, on sait maintenant aussi que dans tout ce qui est les petits fruits, les épices, le curcuma, l'huile d'olive, ce qu'on appelle les phytonutriments. Les fibres solubles ou insolubles ne sont pas considérées comme des éléments nutritifs à ce niveau-ci. Elles ont leur fonction essentielle. Ce sera un super de beau sujet quand on va parler du microbiote, etc. Mais à ce niveau-ci, les cellules comme nutriments ne se nourrissent pas des fibres. Donc, nous venons de voir la première question, pourquoi mangeons-nous? Au-delà de la dimension du plaisir, de la dimension de découverte culturelle, de la dimension sociale, manger, c'est assurer d'apporter au niveau de nos cellules des nutriments essentiels, c'est-à-dire des nutriments, des éléments, des molécules que le corps n'est pas capable de fabriquer par lui-même. Ça, c'est notre première question. Je vous ai dit, il y a une deuxième question, c'est qu'avons-nous à manger? Essayons de comprendre l'évolution de la diète au cours de l'histoire naturelle de l'homme. Pourquoi remonter au temps des paléolithiques puis du néolithique? En fait, c'est parce que
On pense vraiment maintenant, et c'est de plus en plus documenté, que l'évolution de la façon de manger a une grande incidence sur le génome humain. Le génome humain, c'est le fait qu'on est l'homme et la femme d'aujourd'hui. Donc, au temps paléolithique, l'homme et la femme, c'étaient des nomades. Ils se nourrissaient à partir de la chasse, de la cueillette, des baies, des racines, des tubercules et de la pêche. Leur diète était essentiellement des apports carnés, des protéines animales et des graisses. Et ça a eu un fort impact sur la différenciation entre les singes et les hommes par l'expansion du cerveau. La viande a un apport en protéines, en vitamines et en minéraux essentiels intéressants. Donc leur alimentation était très riche en micro ou macronutriments de type surtout protéines et les oméga-3. Il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de sucre raffiné, il n'y avait pas de sel ajouté non plus. Il faut comprendre que ces hommes, ces premiers hommes, ils avaient besoin de maintenir une masse corporelle importante. Ils avaient besoin de supporter de grandes activités physiques, de résister au climat extrême et à des migrations. Et tout ça dans des périodes d'alternance entre de grandes quantités alimentaires et des accessibilités, des temps où les aliments étaient très limités, voire impossibles. Au néolithique, on commence à avoir beaucoup plus de sédentarisation. Avec la sédentarisation, il y a une augmentation aussi démographique, des changements sociologiques et économiques. L'agriculture apparaît, l'élevage, la viande d'élevage remplace la viande sauvage, qui est plus grasse. Les produits laitiers apparaissent aussi et leurs dérivés, les céréales, donc les glucides apparaissent. 200 000 espèces de plantes sur la planète, dont 3 000 sont consommées par les chasseurs-cueilleurs. 200 plantes ont été ainsi domestiquées et actuellement, ce qui domine, c'est 4 espèces, mais surtout le maïs, le blé et le riz auquel vient s'ajouter l'orge. Des problèmes de santé apparaissent aussi. Autant si on voit les paléontologues, si on voit dans la période paléolithique peu de maladies, surtout infectieuses, et souvent responsables de morts prématurées, mais il n'y avait pas vraiment d'arthrose, il n'y avait pas de problème parodontaux, il y avait des fractures, mais il n'y avait pas d'ostéoporose, pas de rachitisme, pas de carie dentaire et encore moins des tumeurs malignes. Période néolithique et puis l'évolution, on voit commencer à apparaître des caries dentaires, de l'ostéoporose, des déficiences en fer, des anémies et toujours des maladies infectieuses. Donc, d'une logique de prélèvement, on passe à une logique de production et la révolution industrielle du 19e siècle à nos jours accélère la logique de production. On va vraiment vers une production de masse qui domine beaucoup plus la recherche d'une qualité alimentaire. Et c'est ainsi que beaucoup nomment les allergies, les carences alimentaires, signent vraiment une non-adaptation du génome humain aux changements alimentaires qu'on observe depuis les 60 dernières années. La grande majorité des humains commence à se nourrir de plus en plus de produits par l'homme. Et aujourd'hui, en Amérique du Nord, on trouve de moins en moins de fermes et de plus en plus d'usines alimentaires. En plus, une poignée de multinationales domine la chaîne alimentaire. Ça va de la semence jusqu'à l'épicerie. Donc, des légumes et des fruits avec de moins en moins de fibres, des sucres rapides et raffinés, des céréales, du pain, des produits laitiers, des viandes et des poissons d'élevage, du sel. Wallich et Constantin disent: notre régime alimentaire moderne diffère surtout par la qualité et la quantité des micronutriments. Ces auteurs parlent d'une crise nutritionnelle. Ils l'attribuent à cette production de masse et à un changement de style de vie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est après la guerre, 40-45, donc depuis les années 50, qu'il y a eu un grand bouleversement dans les modes de culture avec l'utilisation
des types d'engrais, des pesticides, des agents chimiques, avec aussi des terres qui ont été surexploitées, des monocultures, tout ce qui a dénaturé quelque part le sol. Or, les micronutriments dont je vous parlais, les vitamines, les minéraux se retrouvent dans le sol, minéraux, minerais. Et c'est tout le travail des petites bébés, des vers de terre et tout qui amènent ces minéraux des roches et qui les mélange aussi avec les micro-organismes. Mais depuis le champ jusqu'à votre épicerie sur les étals, la cueillette, le transport, le stockage, la réfrigération, la congélation, tout ça est organisé bien plus pour vous donner une grande diversité, une beauté, je vais dire, bien calibrée, des belles couleurs, mais on ne se préoccupe pas beaucoup de la qualité nutritionnelle de ces aliments. On se préoccupe surtout que ça reste longtemps sur les étagères ou même dans votre frigo. Puis, si on s'intéresse aussi à la maison, comment on les transforme, comment on les chauffe, comment on utilise ces aliments qui ont déjà beaucoup perdu depuis le champ dans le processus de distribution, on continue encore de perdre la valeur nutritionnelle. Donc, la valeur nutritive de l'alimentation, elle est importante parce que c'est ça qui va nous permettre d'être actifs, d'être en bonne santé, d'avoir une nourriture adéquate, en quantité bien sûr, mais en qualité, en variété, parce qu'il faut répondre aux exigences et aux besoins énergétiques et nutritionnels. Alors si dans le tableau gauche, les aliments sont suffisants pour nous, on sait que dans le monde, il y a encore beaucoup de gens qui souffrent d'un problème d'accessibilité des aliments. Et il y a une progression de la faim dans le monde. Je vous dirais même que nous, dans les régions un peu éloignées, on parle parfois de désert alimentaire, de problèmes d'accessibilité d'aliments frais, de légumes, de fruits dans des petits villages. Mais un autre problème qu'on vit surtout chez nous, c'est, oui, les aliments sont accessibles, mais quand on regarde la colonne mauve des nutriments, autant on a peut-être trop d'aliments, mais on n'a pas assez de nutriments. Et c'est ainsi que les auteurs parlent de faim cachée. On est suralimenté, mais on est sous-nutri. Et la mauvaise qualité de l'alimentation, c'est une menace constante, quotidienne pour l'intégrité du génome. Et c'est tout ça qu'il nomme le contexte d'une crise nutritionnelle. On va y revenir un petit peu plus tard. Pourquoi je vous parle de la nutrition et de la santé? Ben, en fait, c'est simple. C'est que si déjà dans les civilisations antiques, en Grèce, en Égypte, on élaborait des règles alimentaires, si au 19e siècle, les scientifiques se sont penchés à mieux comprendre les aliments et à identifier les 4 grands éléments primaires, carbone, azote, hydrogène et oxygène, à organiser les 4 grandes catégories, protéines, glucides, lipides et eau, pour parler de nutrition, pour donner des conseils, tout ça, ce n'était pas en lien avec la santé. C'était en lien pour comprendre comment on peut fournir du carburant à l'organisme. Pourquoi? Parce qu'il fallait nourrir des populations importantes, pauvres, dénutries. Il fallait nourrir des personnes incarcérées. Puis la guerre, il fallait organiser les rationnements pour les militaires, pour ne pas qu'ils tombent malades. À la fin du 19e siècle, un Japonais, le premier à identifier que la maladie, le beriberi, qui est une maladie cardiaque et neurologique, qu'on associe à une carence de la vitamine B1, c'est le premier à dire que ce n'est pas lié à un problème de malnutrition et c'est encore moins lié à un problème d'une infection. Et de là s'amorce une série de recherches sur le rachitisme, sur la pélagrée, sur le scorbut. On commence à s'intéresser à l'incidence des micronutriments sur les fonctions d'assimilation, de transformation et d'utilisation de nos macronutriments.
Au XXe siècle, on s'intéresse aux maladies dégénératives et chroniques qui deviennent de plus importantes. Mais là encore, on n'est pas encore capable d'expliquer le phénomène par les protéines, glucides, lipides. Il va falloir attendre beaucoup plus récemment, le XXIe siècle, des études beaucoup plus pointues qui vont aller vraiment au niveau moléculaire, la biologie moléculaire, des études sur la génétique et les aliments. Aujourd'hui, on commence à mieux comprendre les impacts, les effets de la nutrition sur la santé grâce aux études approfondies de l'action des nutriments au niveau moléculaire. En fait, au niveau des équilibres métaboliques, sur l'influence des nutriments sur l'activité des gènes. Autant on reconnaît l'impact du bagage génétique, votre patrimoine, en fait, votre terrain prédisposant, mais ça ne paraît plus suffisant parce que ce patrimoine, c'est votre plan. Mais qu'est-ce qui fait que ça influence? Qu'est-ce qui influence l'expression même du plan, de l'expression des gènes? Comment comprendre qu'une orange sélectionne une partie de vos gènes, les active et les influence? Donc, depuis les années 50, des chercheurs se sont mis à regarder, à mesurer le contenu nutritionnel de l'alimentation. Donc, à côté des glucides, des protéines, des lipides, on regarde la présence des micronutriments, de vitamines, de minéraux, et à les mesurer. Ainsi, dans les années 50, pour, par exemple, vous suffire en apport journalier de votre vitamine K1, vous pouviez manger une orange, une pomme, une pêche, ça suffisait. Aujourd'hui, plusieurs de ces recherches révèlent qu'il en faudrait 5 bananes, 10 oranges, 26 pêches, certains sont même allés dire 100 pommes. Je ne veux pas m'arrêter sur le chiffre parce qu'il y a des variants qui peuvent être liés avec l'aliment. Dans les pommes, on sait que toutes les pommes ne sont pas semblables au niveau de leur rapport nutritionnel. Les outils de mesure aussi, c'est pas là l'important. L'important pour moi, c'est comment aujourd'hui, qu'on soit en Amérique du Nord, qu'on soit en Europe, il y a des études qui se recoupent et qui disent ceci. Il y a une perte flagrante, une carence de micronutriments dans les aliments. Une étude en 2002 au Canada qui a été publiée révèle que 80% des aliments testés ont vu leur teneur en calcium et en fer diminuer. Donc, ce n'est pas anodin. Et ces carences nutritionnelles, elles s'expriment. Elles s'expriment, par exemple, ici, c'est un tableau qui vient d'une grande étude qui a duré 8 ans en France sur les problèmes, enfin pas les problèmes, mais mieux comprendre la consommation alimentaire des Français. C'est en 1994 qu'elle a commencé, l'étude Suvimax. Dans cette étude, ils ont révélé que 27% des Français ne consomment pas 5 portions de fruits et de légumes par jour. Une portion, c'est à peu près une pomme. Et il y a quelques jours, j'écoutais une émission ici canadienne. Il parlait aussi d'une personne sur 5 qui consomme ces 5 portions. Or, on est rendu à conseiller 10 portions de fruits et légumes. Donc, les gens, si on parle de 25% de personnes qui ne consomment même pas le minimum qu'on demande et qu'en plus, dans la consommation de ces aliments-là, il y a aussi une perte nutritionnelle importante, on peut se dire que ça a un impact sur, j'ai envie de dire, le bonheur de nos cellules au quotidien. Alors, juste une petite remarque, vous voyez que chez les hommes, les pourcentages sont un peu plus petits que chez les femmes. Les auteurs de l'étude expliquent que c'est surtout parce que les femmes éliminent des aliments, font beaucoup de régimes, etc. C'est une étude qui a duré sur 8 ans. Voilà.
J'aime beaucoup ce tableau de Karen Sullivan, un livre sur les vitamines et minéraux, parce que des chutes de cheveux, des petits problèmes de vue, la nervosité, l'infection, la fatigue, la constipation, les diarrhées, les crampes musculaires, les problèmes de peau, les problèmes de vue, par exemple, les cataractes, ce n'est plus à 70 ans, là. Dans la cinquantaine, il y a des gens qui souffrent de cataractes. Donc, il y a des problèmes de vieux qu'on voit de plus en plus tôt. Mais tous ces petits symptômes qui sont liés où on peut aller voir des carences en nutriments, en vitamines et en minéraux, ben, c'est insidieux. On passe, on ne fait pas attention. Or, le corps exprime par des petits symptômes. Puis quand ça se répète, puis que les carences sont de plus en plus importantes, c'est par des symptômes beaucoup plus conséquents. Un autre élément qui me semble vraiment important, c'est qu'on comprend mieux aujourd'hui aussi, et c'est beaucoup plus récent encore, c'est que chaque bouchée de nourriture transmet un message précis aux cellules. Quand vous mangez une orange ou que vous prenez un biscuit, c'est une information qui se rend aux cellules, qui leur parle dans l'attente d'une réponse cellulaire. Les nutriments qui sont contenus dans les aliments agissent en fait comme des messagers cellulaires. Les messages reçus par les cellules circulent ensuite dans tout l'organisme par les voies de signalisation cellulaire. Autrement dit, imaginez-vous un vaste réseau de communication de l'organisme. Les cellules échangent constamment entre elles en se signalant d'activer ou d'interrompre les innombrables fonctions biologiques importantes. Là, McWilliam, il prend l'image d'une ruche. L'organisme est comme une ruche où se produit un bavardage incessant entre les cellules, dont bon nombre s'entretiennent constamment avec des milliers, voire des millions d'autres. En résumé, la communication entre les cellules est un des éléments déterminants de la vie. Dans notre corps, ce sont tout ce qui se passe, en fait, sans que votre cerveau, d'une façon consciente, ne le décide. C'est comme une forme d'intelligence innée. La circulation sanguine, l'étirement, la contraction de vos muscles, la résolution de toutes sortes de problèmes, dont le système immunitaire, les défenses antioxydantes internes de votre corps, le renouvellement des mitochondries qui vieillissent au sein même des cellules, toutes sortes d'activités que votre cerveau ne décide pas, mais que par ces voies de communication on-off, elles sont enclenchées. Donc, quand on comprend ça, on se dit, si ma nourriture ressemble à ceci, voyez-vous les additifs, les pesticides, donc si les aliments transformés, fabriqués par l'humain, les pesticides dans la nourriture et les molécules insensées dans les grignotines, par exemple, comme le polyester de sucrose, si c'est ce contenu-là que les cellules n'ont jamais vu et qu'elles reçoivent au quotidien, quelle sorte d'informations on leur transmet, quelle sorte d'informations erronées on transmet à l'ADN. Or, pour nous au Québec, 80% de ce que nous mangeons provient de l'industrie agroalimentaire. Alors imaginez-vous que la nourriture, quand elle ressemble à ça, c'est comme des entrants indésirables. Alors imaginez-vous qu'ils agissent un peu comme des dealers ou des terroristes. Ils se camouflent dans la nourriture, ils se fondent dans la masse des passagers dans un aéroport, ils traversent les moyens de vigilance et de contrôle qui n'arrivent plus tout de suite à les identifier. Dans la cellule, je vous ai dit, c'est comme une société. Elle a mis aussi en place tout un système élaboré et complexe de protection pour lutter contre les entrées clandestines.
Mais certains intrus arrivent à passer cette barrière de vigilance, à pénétrer jusque dans le noyau de la cellule, à perturber tout le système entier. Donc comprenez que votre ADN, dans chacune des cellules, reste continuellement exposé à des facteurs mutagènes intrinsèques au métabolisme cellulaire. L'ADN baigne quotidiennement dans nos choix alimentaires. Et pour bien l'informer, pour lui envoyer des bonnes informations, pour qu'elle active ou désactive des processus pour renouveler, pour se défendre, pour réparer, il faut faire des bons choix. Donc, c'est un processus de régulation très important qui commence dès le début de la vie embryonnaire et qui se poursuit tout au long de la vie. Une carence alimentaire ou une famine survenue chez vos grands-parents exercerait, semble-t-il, un effet encore sur notre métabolisme jusqu'à 2 générations plus tard. Des modifications épigénétiques peuvent être très stables et durer très longtemps, se transmettant de génération en génération. Les parents ne nous transmettent pas uniquement un bagage génétique, ils nous transmettent aussi des marques épigénétiques de certains événements importants de la vie. Et c'est ainsi que des auteurs disent si la génétique propose, l'épigénétique dispose. Le contrôle épigénétique met à la disposition de la cellule un moyen d'allumer ou d'éteindre l'expression de certains gènes. Aujourd'hui, on a répertorié plus ou moins 48 commutateurs moléculaires qui sont en fait des facteurs de transcription. Donc, en termes de conclusion, si je puis dire, mon intention, c'est de vous éveiller à votre propre conscience nutritionnelle. J'espère que vous avez compris que la nutrition exerce un impact environnemental très important et le plus constant sur notre santé tout au long de notre vie, parce que la nourriture est la seule matière physique extérieure que notre corps ingère. J'espère aussi que par ce que je vous ai expliqué, vous avez été plus sensible à la qualité nutritionnelle et à son impact pour influer positivement sur l'homéostasie. Parce qu'en fait, tout est une question d'équilibre. La santé, c'est une question d'équilibre. Le corps est une merveilleuse machine, bien sûr, capable de résilience, d'adaptation, capable de supporter des déséquilibres et de se rééquilibrer. Mais quand il y a trop de déséquilibre et que le corps doit compenser, alors commence toute une série de petits problèmes, puis des problèmes un peu plus conséquents, etc., et plus chroniques. La génomique nutritionnelle dont je vous ai touché un petit peu, donc ces relations entre les gènes et l'alimentation est vraiment une science émergente et très intéressante. À l'intérieur de ce grand domaine de recherche, il y a des projets très ambitieux, très sérieux au niveau même de la production alimentaire. C'est-à-dire, par exemple, qu'une tomate, pourrait-on mettre sur le marché une tomate où on a augmenté ses nutriments, les nutriments dont on a besoin pour justement assurer une santé par la nutrition. Mais en attendant que ces aliments soient sur nos étals, qu'ils soient accessibles financièrement aussi, qu'ils soient fiables, je crois qu'aujourd'hui, c'est dans notre devoir d'apprendre à faire des bons choix santé. Et donc, pour moi, aujourd'hui, ma vision, c'est de vous dire que le médecin de demain, et même d'aujourd'hui qu'il devrait, c'est pas celui qui va être le meilleur pour vous donner les médicaments, petites pilules, petites granules, comme il y a une émission ici au Québec. Le médecin de demain, c'est celui qui va être capable d'éduquer ses patients, de les éduquer à prendre soin de leur corps, à comprendre leur corps, à se soucier de leur alimentation et à comprendre la dimension de la nutrition à partir de l'alimentation. Avoir une approche beaucoup plus fonctionnelle et surtout à développer une attitude sur la prévention des maladies et surtout
sur la promotion de la santé et de la qualité de vie. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à faire des commentaires. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller sur mon Facebook et tous vos commentaires vont m'intéresser. Alors à une prochaine. Merci beaucoup.